les gens prennent beaucoup plus leur voiture, marchent moins, il y a les ascenseurs, on prend moins les escaliers. Les enfants, les adultes, les adolescents restent scotchés devant leurs écrans beaucoup plus qu'avant. Les métiers de la sédentarité se sont développés. Maintenant, on fait beaucoup plus travailler son cerveau finalement que son corps humain. Autrefois, les gens brûlaient facilement 300 à 500 calories de plus. Alors, AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bienvenue. Ravi de vous retrouver. Vous savez, la rentrée, c'est le moment où on prend tous des bonnes décisions, plein de bonnes résolutions. Mon invité ce matin, c'est le docteur Laurence Plumet. Bonjour docteur. bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste, vous êtes professeur de nutrition et vous avez fondé EPM Nutrition. C'est une école de nutrition et de napsothérapie. Donc c'est vrai que la napsothérapie, tout le monde en parle aujourd'hui. 3 en 1. Donc la nutrition, ouais. Activité physique et sommeil. Voilà. Alors, pour le prix d'un poche, on va pouvoir lire un de vos best-sellers qui vient de ressortir, qui s'appelle « Comment maigrir heureux quand on n'aime ni le sport ni les légumes » aux éditions Erol, un livre qui va changer votre vie. Enfin, c'est ce que vous dites dans le livre. J'ai retenu quelque chose. La sédentarité nous coûte 300 calories par jour. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, ça ? Ça veut dire que si au lieu de faire 1 heure de marche, on reste dans son canapé, eh bien on passe de 300 calories à, disons 300 à 400 calories d'heure de sport à moins de 90. Et donc on économise des calories qu'on aurait dépensées en bougeant. Et ça en quelques années, en moins de 2 décennies, on a perdu 300 calories. Oui. Enfin, il y a 300 calories qu'on ne brûle plus par jour en fait. Tout à fait, parce qu'on bouge beaucoup moins. Tout le monde l'a remarqué. Ça, c'est l'influence de nombreux phénomènes dans notre société. Les gens prennent beaucoup plus leur voiture, les gens marchent moins, il y a les ascenseurs, on prend moins les escaliers, les réseaux sociaux explosent, les enfants, les adultes, les adolescents restent scotchés devant leurs écrans beaucoup plus qu'avant. Les métiers de la sédentarité se sont développés. Je prends l'exemple du métier d'informaticien. C'est un métier qui n'existait pas autrefois. Et maintenant, on fait beaucoup plus travailler son cerveau, finalement, que son corps humain. On a moins de métiers physiques, en fait. Exactement, puisqu'on décide que c'est la machine qui va remplacer l'homme pour tout ce qui est physique. Et que par contre, l'homme va préempter toute la partie cérébrale. Bon, mais quand on fait travailler son cerveau et qu'on est assis, on ne brûle pas de calories. Donc, autrefois, les gens brûlaient facilement 300 à 500 calories de plus. Alors, si on avait diminué d'autant nos apports alimentaires, très bien, en termes de calories, il ne se passerait rien. Sauf que nous sommes restés sur les mêmes habitudes alimentaires. Donc, si on mange autant tout en bougeant moins, il est évident qu'on prend du poids. Et c'est ce qui arrive dans toutes les sociétés où la sédentarité s'installe. Et ça, c'est ce qui se passe dans toutes les civilisations, dans tous les pays industrialisés. On voit bien que le niveau d'activité physique baisse, et on voit que la courbe d'activité physique qui baisse croise la courbe de la corpulence qui, elle, monte. Et c'est pour ça que l'obésité se répand de plus en plus dans le monde entier. Voilà. Donc en France, c'est catastrophique. Parce que les gens sont plus sédentaires. Et vous dites que quand même, en France, c'est presque plus qu'ailleurs. Dans tous les pays industrialisés, honnêtement. Et en France, on voit qu'un Français sur 2 est en surpoids maintenant. C'est quand même terrifiant. Et ça ne fait que s'aggraver. Donc, on parle toujours de l'alimentation. On accuse toujours le trop gras, trop sucré. Bien sûr, il y a une réalité. Mais quand on mange un peu trop calorique, mais que par ailleurs, on se dépense, qu'on est actif, qu'on fait du sport, ça passe. Et la corpulence reste la même. Mais si on se laisse envahir par la sédentarité, c'est là que les problèmes arrivent. Même jeunes, et on voit de plus en plus de jeunes qui sont grassouillères. Tout à fait. Alors, vous calculez que 300 calories par jour, en poids sur un mois, ça fait plus 500 grammes. Oui. Donc, 500 grammes sur une année, ça fait 6 kilos. Oui, tout à fait, tout à fait. Et moi, les patients que je vois qui sont devenus obèses, autrement dit, qui pèsent plus de 100 kilos, alors qu'à l'âge de 20 ou 30 ans, ils en pesaient 2 fois moins, ils le disent clairement. Moi, petit à petit, je me suis laissée aller à pas faire attention à ce que je mangeais. Et puis, j'ai arrêté le sport, par exemple. J'ai arrêté le sport parce que le boulot, parce que pas le temps. Et c'est vrai qu'autrefois, le sport faisait partie du quotidien des gens. Maintenant, pour faire du sport, il faut le faire
soit pendant son travail, quand il y a des salles de sport aménagées dans certaines entreprises, mais ça n'est pas le cas de toutes, soit il faut faire l'effort quand on rentre du travail d'aller dans une salle de sport. Et croyez-moi, là, il faut vraiment de la motivation. Et un pass sanitaire. C'est un effort. Et un pass sanitaire. Ce qui n'arrange rien. Ce qui n'arrange rien. Si vous avez oublié votre pass, vous n'allez pas faire de sport. Mais oui, absolument. Si vous en avez un. Ça, c'est sûr que depuis ces 2 dernières années, avec ces événements tragiques que nous vivons, d'épidémie, eh bien, les gens ont pris entre 5 et 20 kilos. Parce que beaucoup moins d'activité physique. En tout cas, globalement, les gens ont pris du poids. Ah bien sûr, ils ont pris du poids. Alors, puisqu'on est sur les chiffres, vous expliquez dans votre livre qu'un régime de moins de 1000 calories par jour, c'est dangereux parce que ça modifie le métabolisme. C'est-à-dire qu'au-dessus, ça ne modifie pas notre métabolisme. Et qu'est-ce que ça implique de modifier un métabolisme ? Alors, le corps a des besoins en calories qui sont obligatoires. Parce que le cœur bat, la respiration implique des contractions musculaires, la digestion aussi, etc. Donc, nous avons un minimum en dessous duquel il ne faut pas descendre parce que ce sont nos dépenses caloriques obligatoires. Ce minimum, il est aux environs de 1200 calories. Si on descend en dessous, premièrement, ça suppose de beaucoup moins manger, donc de provoquer des carences. Ce qui n'est pas bon, ça vous fatigue, donc vous bougez plus, donc vous économisez des calories. C'est pas comme ça que vous allez maigrir. Deuxièmement, ça va attaquer vos muscles, parce que quand il y a trop peu de calories, le corps tire le signal d'alarme et va mobiliser du carburant, des réserves, pour justement alimenter les cellules qui en ont besoin, en énergie. Les premières réserves à partir, avant le gras, ce sont les réserves musculaires, les protéines des muscles. C'est-à-dire, le corps ne va pas taper d'abord dans le gras. Non, il ne tape pas d'abord dans le gras. Ça serait trop simple. Oui, tout à fait. Et plus la restriction est intense et brutale, plus on perd du muscle. Autrement dit, quelqu'un qui décide de jeûner et de se mettre à 1000 calories, quasiment rien manger ou faire de l'hyperprotidique, les régimes comme ça, il y en a à l'appel partout. Ils sont très contents, ces gens-là, parce qu'ils vont perdre 4 ou 5 kilos en un mois. Mais ce dont ils ne se doutent pas, c'est qu'ils en ont perdu facilement la moitié sous forme de muscles. Et ensuite, évidemment, un peu en gras. Donc, quand on perd 4 kilos en un mois, on en perd facilement 2 en muscles et 2 en gras. Le problème, c'est que ces régimes, qui sont fatigants parce que source de carence, sont difficilement suivables au long terme. Quand vous faites un régime pareil, vous serrez la ceinture, vous souffrez, vous ressentez des frustrations, vous tenez 15 jours, 1 mois grand maximum, vous arrêtez, vous vous remettez à manger comme avant. Donc vous allez refaire du gras, mais vous ne refaites pas de muscles. Et donc ce sont les classiques régimes yo-yo que l'on connaît bien, et tous les gens qui sont en situation d'obésité le disent clairement. Moi, au début, il y a 20 ans, j'étais en surpoids modéré. J'ai pas arrêté de faire des régimes pour perdre mes quelques kilos. À chaque fois, j'en perdais beaucoup et vite. Et quand j'arrêtais, j'en reprenais encore plus. Ce qui fait qu'au final, dans la succession de ces régimes très sévères, petit à petit, le muscle est de plus en plus parti et le gras est de plus en plus installé. Et donc, même la composition corporelle de ces gens-là a changé. Ils sont devenus de plus en plus adipeux et obèses. Mais Laurence Plumet, expliquez-nous pourquoi, finalement, on fait un régime, on perd du poids. Oui. Pourquoi quand on en reprend, on ne revient pas au point d'avant ? Ça serait plus simple, finalement. Alors, je vais vous expliquer. Le corps humain a une chaudière. La chaudière, c'est la masse musculaire. C'est elle qui brûle beaucoup de calories dans le corps. D'ailleurs, tous les gens qui sont très musclés, vous les voyez, il fait froid dehors, ils ont juste un t-shirt, ils brûlent beaucoup de calories à l'intérieur de leur corps. Donc, un corps qui brûle beaucoup de calories, c'est un corps qui est très musclé. Si à chacun de ces régimes, vous attaquez la masse musculaire, ça veut dire qu'au final, vous baissez le niveau de la chaudière. On est d'accord ? Donc, vous brûlez de moins en moins de calories de façon automatique. Ça veut dire que pour un même apport calorique, quand vous reprenez votre alimentation, si à chaque régime, vous en avez à baisser de plus en plus en termes de dépenses, ça veut dire que vous avez un différentiel qui vous fait grossir. Est-ce que j'ai été claire ? C'est QFD. On parle de calories. On prenait l'exemple des régimes à moins de 1000 calories. On verra, vous, dans la méthode que vous proposez 3 étapes avec à chaque fois un différentiel des calories et on augmente de 300 calories à chaque fois. Est-ce que toutes les calories ont le même impact sur notre poids et notre métabolisme ou pas ? Alors non, toutes les calories n'ont pas le même impact. Tout dépend d'où elles viennent.
les calories peuvent venir dans notre alimentation, des protéines qui viennent de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers, des glucides qui sont présents dans le pain et dans les féculents et dans les produits sucrés, et des lipides qui sont présents dans le beurre, la crème, les huiles et le gras des aliments. Bon. Si dans une alimentation équilibrée, il y a une juste proportion en tout ça, parce que tout est utile, tous les aliments sont utiles. Et c'est pour ça qu'un bon régime, c'est un régime qui ne donne pas l'impression de l'être et qui introduit tous les aliments de façon à ce qu'il y ait un peu de protéines. Voilà. On mange de tout. Il faut un peu de protéines, il faut un peu de lipides, il faut un peu de glucides, parce que ces aliments apportent cela que le corps en a besoin de toute façon. Et c'est pas parce qu'on fait un régime qu'il faut se priver totalement de lipides ou totalement de glucides. Alors, pour répondre précisément à votre question, il est certain que quand on mange du sucre, même si l'apport calorique est faible, ce sucre va stimuler notre pancréas pour lui faire sécréter de l'insuline. Cette insuline va ensuite capter le gras, par exemple du beurre que vous aurez mis sur le pain ou du gras qui est présent dans les biscuits que vous mangez, pour ensuite transférer ce gras dans les cellules adipeuses. Donc, dans un bon régime, il faut préserver les protéines pour préserver nos muscles. Il faut le juste apport de gras parce que nos cellules et notre cerveau ont besoin de certains types de gras, les oméga 3, les oméga 9 qui sont du bon gras. Donc il faut garder les meilleurs. Il faut préserver une certaine quantité de glucides parce que c'est le carburant de nos cellules et donc elles en ont besoin. Donc il faut un minimum de pain, un minimum de féculents pour se faire plaisir et bien se rassasier parce que le premier ennemi du régime, entre guillemets, c'est le grignotage. Donc il faut faire des repas complets. Mais en revanche, il est vrai qu'il faut contrôler le sucre et le gras, car le sucre fait sécréter de l'insuline qui fait rentrer le gras dans les cellules. Donc vous voyez, c'est un calcul, c'est un juste équilibre de ce dont le corps a besoin, mais point trop n'en faut pour ne pas stimuler la sécrétion d'insuline. On fera une émission précisément sur le gras, parce que c'est important de voir effectivement comment il se stocke et où il se stocke. Avec plaisir. Alors, dans votre livre, vous nous invitez à nous poser une question. Pourquoi on grossit ? Oui. Et tout le monde ne grossit pas de la même façon. On ne se voit pas grossir. Oui. Rarement, d'ailleurs. Oui. On le voit quand on regarde les photos. Et quand on voit des photos d'il y a 5 ou 10 ans, alors là, on se dit, je me trouvais gros à l'époque, mais j'étais drôlement mince. Mais finalement, on ne se voit pas. Pourquoi on grossit ? Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui fait qu'on grossit ? Quelles sont les raisons qui font qu'on grossit ? Alors, il y a plusieurs raisons. Première raison médicale. Il y a des maladies qui font grossir. L'hypothyroïdie, par exemple. La glande thyroïde, elle est là, elle sécrète des hormones thyroïdiennes, et ce sont les hormones thyroïdiennes qui contrôlent ce fameux métabolisme de base, source de dépenses caloriques de notre corps. Quand cette thyroïde ne fonctionne pas bien, elle ne fabrique plus assez d'hormones thyroïdiennes, donc notre métabolisme de base baisse, donc notre corps brûle moins de calories. Et donc, même si nous ne changeons rien à notre alimentation, nous prenons du poids. C'est d'ailleurs souvent un signe clinique qui permet de dépister une éventuelle hypothyroïdie. C'est une femme, parce que ça concerne beaucoup plus les femmes que les hommes, parce qu'il y a des maladies auto-immunes et que les maladies auto-immunes concernent plus les femmes que les hommes. Thyroïdite de Hashimoto, par exemple. Eh bien, dans ce cas, les signes cliniques qui peuvent attirer l'attention du médecin sont une fatigue récente, une prise de poids inexpliquée. C'est bizarre, je prends du poids depuis quelque temps alors que je ne mange pas davantage, enfin bref, j'ai rien changé à ma vie. Une constipation, une frilosité et une chute des cheveux. Si je dis ça, c'est parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écouteront en disant « Bon sang, mais c'est exactement ce qui m'arrive ». Eh bien, il faut en parler à son médecin et il suffit de faire une prise de sang avec un dosage des hormones thyroïdiennes et de la TSH et on voit tout de suite si la thyroïde fonctionne bien ou pas. Ça permet d'orienter le diagnostic. Alors, on reviendra justement sur cette hyperthyroïdie tout à l'heure. Hypo, parce qu'elle est fréquente. Oui. Je vois beaucoup de femmes, même jeunes, qui à 30 ans développent une hypothyroïdie. Alors, souvent une maladie auto-immune, c'est-à-dire des anticorps qui vont attaquer la thyroïde. Voilà. Donc ça, c'est une première pathologie qui peut être en cause dans la prise de poids. Deuxième cause. On verra les autres tout à l'heure après une page de publicité. Laurence Plumet, vous êtes notre invité ce matin jusqu'à 10h. On parlait des raisons qui expliquent qu'on grossisse, puisqu'on ne se voit pas grossir, mais vous nous invitez à nous interroger sur les raisons de notre prise de poids, et on verra pourquoi tout à l'heure. Vous parliez des maladies qui font grossir et prendre du poids. On parlait tout à l'heure de l'hypothyroïdie. La glande thyroïde contrôle le métabolisme de base. Donc, une fois qu'elle est diagnostiquée, qu'est-ce qu'on peut faire finalement ?
Eh bien, quand elle est diagnostiquée, il faut appliquer le traitement adéquat, c'est-à-dire donner des hormones thyroïdiennes à la personne, et ça résout le problème. Et avec une alimentation équilibrée, surtout pas de régime, puisque la cause ne venait pas de l'alimentation et de la sédentarité, la cause venait d'une thyroïde déficiente. Donc on traite, on apporte des hormones thyroïdiennes, on refait manger de façon bien équilibrée et on invite la personne à bouger, mais comme elle est beaucoup moins fatiguée en prenant son traitement, du coup elle retrouve le plaisir de bouger. Et de nouveau, elle va se remettre à reperdre les quelques kilos qu'elle avait pris. Alors certains médicaments font prendre du poids, on pense notamment aux corticoïdes. Pourquoi est-ce que les corticoïdes, cette famille, fait-elle grossir ? Parce que le cortisol stimule ce qu'on appelle la lipogénèse, c'est-à-dire la synthèse de tissus adipeux dans les adipocytes de l'abdomen et autour des viscères, donc de l'abdomen profond. Donc plus on a de cortisol dans le sang, que ce soit nos surrénales qui ne fonctionnent pas bien dans le cadre d'une maladie qui s'appelle la maladie de Cushing, qui est une hypersécrétion endogène de cortisol mais qui est très rare, ou que ce soit à cause de corticoïdes que l'on prend par voie orale dans le cadre d'un traitement. Mais dans ce cas-là, il s'agit de doses de corticoïdes élevées. C'est pas le pchit-pchit qu'on met dans le nez parce qu'on a le nez qui coule. Ouais. Dans le cadre des rhinites saisonnières, c'est parce qu'on a une maladie inflammatoire, par exemple, articulaire, ou une maladie auto-immune. Bref, il faut diminuer l'immunité. Et donc, on applique des corticoïdes à haute dose. En général, c'est plus de 1 mg par kilo de poids et par jour pendant plus d'un mois. Autrement dit, ce sont des gens qui vont prendre entre 50 et 60 mg de cortisone par jour, et ceci pendant plusieurs mois. On sait très bien que dans ce cas-là, il y a des dangers. Danger de prise de poids avec surtout développement de la graisse abdominale, donc gros ventre, dur. Donc la prise de poids, elle peut être très rapide. Elle va arriver dans les 15 jours, 3 semaines. Bon, il y a aussi un appauvrissement de la masse osseuse, il peut y avoir de la rétention d'eau, on met ces gens au régime. Bref, c'est pas anodin. De toute façon, la prise d'un médicament n'est jamais anodine. Donc il faut savoir que quand on donne des corticoïdes à quelqu'un, on le fait à bon escient. Et si on le fait à haute dose, il faut essayer d'en contrôler le plus possible la durée et surtout inviter cette personne à manger de façon équilibrée en contrôlant le gras et le sucre, car on sait qu'elle risque de prendre beaucoup de poids. Et si elle peut ne prendre que 2 ou 3 kilos, ce sera très bien. Mais moi, j'ai connu une jeune patiente je vais raconter une histoire, une jeune patiente antillaise qui souffrait d'un asthme sévère et qui a eu des corticoïdes à haute dose pendant 6 mois. Elle a pris 20 kilos. Et là, elle se retrouvait complètement dans l'obésité. Elle était un peu enrobée au départ, mais elle s'est retrouvée dans l'obésité. Alors ces gens-là, on les met au régime ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est pas vraiment un régime, mais c'est un équilibrage alimentaire. En fait, c'est par le questionnaire que l'on identifie les erreurs que font ces gens, parce qu'en plus, le cortisol donne faim. Il donne envie de manger des produits sucrés. Il donne envie de manger des féculents, voyez ? Et donc, on contrôle tout ça. On fait des repas copieux, mais en invitant la personne à manger beaucoup de légumes et pas trop de féculents. Bien sûr, on ne la prive pas de produits sucrés parce qu'on sait qu'elle en a très envie. Il ne faut pas les frustrer. Ces gens, ils sont déjà malades. Alors si en plus... bref. Donc, un petit peu de sucre, mais pas trop. On leur explique comment. Donc, alimentation équilibrée. Pas de régime sévère. Ce d'autant que si cette personne faisait un régime sévère, elle perdrait du muscle. Or, déjà, la corticothérapie fait perdre du muscle. Donc, ce serait une catastrophe. Il y a d'autres classes de médicaments qui font prendre du poids, notamment les antidépresseurs. Tout à fait. Alors les antidépresseurs, ça aussi, c'est une catastrophe parce qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent des anxiolytiques et surtout des antidépresseurs. Et c'est vrai que cette crise sanitaire n'a pas arrangé la situation. Il y a beaucoup de gens qui le vivent très mal, qui sont seuls, qui sont stressés. Et les psychiatres le disent bien, et les psychologues aussi. Les consultations ont explosé. Les gens dorment mal. Bon, bref. Donc, antidépresseurs plus. Et les antidépresseurs agissent sur le cerveau. Or, on sait bien que le centre de la faim et de la satiété se trouve au niveau de l'hypothalamus qui est dans le cerveau. Donc, quand on prend un médicament qui agit sur le cerveau, il y a de fortes chances qu'il agisse aussi sur les comportements alimentaires. Et c'est ce qui se passe. Ces gens ont souvent très faim, sont souvent également très fatigués, parce que quand on est déprimé ou anxieux, on n'a pas envie d'aller dans une salle de sport. Et pourtant, ce serait une très bonne chose, puisque le sport reprocure au contraire de la joie, de la détente. C'est excellent, ce serait un excellent médicament que de faire de la marche tous les jours et de faire du sport. C'est très très bon pour l'équilibre. Ça c'est votre truc. Ah oui, bien sûr. Mais vous allez marcher pendant 1 heure, qu'est-ce que vous vous sentez bien quand vous revenez ? C'est un antidépresseur naturel, surtout si vous allez dans la forêt. On parle de sylvathérapie ou de sylvothérapie, je ne sais plus très bien, je crois que c'est sylva.
Et eh bien, c'est extraordinaire. On a besoin de se ressourcer. Bon, bref. Donc, quand on prend des antidépresseurs, dans cette famille-là, il y a des médicaments qui font prendre du poids plus que d'autres. Donc, et en général, la personne le voit tout de suite. Elle mange plus de gras, plus de sucre, plus de féculents. Et hop, l'inflation se voit tout de suite, l'inflation pondérale. Il faut en parler à son médecin. Il ne faut pas laisser s'accumuler les choses. Quand je vois que les gens réagissent au bout de 20 kilos, c'est pas possible. Il faut réagir au bout des 3-4 premiers kilos pris. Il faut en parler à son médecin pour essayer de trouver la molécule qui fasse beaucoup moins grossir, tout en ayant un effet antidépresseur. Et d'une manière générale, ce que vous dites, c'est que il faut réagir dès le premier kilo qu'on prend. Oui. Et ça serait tellement plus simple. On a pris 1 kilo, bim, on fait quelque chose. Alors que les gens ne le font pas. Ils s'imaginent qu'ils perdront 10 kilos facilement. D'ailleurs, vous faites partie de ceux des adeptes du pesage. Oui. Oui. Pourquoi vous pensez qu'il faut se peser et quelle est la bonne fréquence pour se peser ? Alors la fréquence, elle dépend vraiment des gens. Bon. Mais pour moi, voir son poids sur une balance, c'est un geste d'hygiène, comme on se lave les dents tous les matins, comme on prend soin de son corps, comme on se maquille. J'estime que se peser, alors je n'incite pas les gens à se peser tous les jours, bien sûr, mais disons, moi je dirais 1 fois par semaine, pour s'assurer que le poids est correct. Voilà, sans en faire de psychose, sans en faire d'obsession, mais au moins s'assurer que le poids est correct. Donc moi, il me semble qu'1 fois par semaine, c'est bien. Et puis si on voit que ça commence à déraper, parce qu'on a fait beaucoup d'écarts, parce qu'on est sorti au resto plus que d'habitude, parce qu'à cause du boulot, on a beaucoup moins bougé, ça, le corps le sanctionne tout de suite. Si on prend 1 kilo au bout d'1 mois, attention, parce que ça ne cessera d'augmenter, on va se retrouver avec 10 kilos à la fin de l'année. Et effectivement, 1 kilo est beaucoup plus vite pris que vite perdu. Le corps n'est pas fait pour perdre des calories, par contre, il est fait pour stocker. Nous avons des gènes qui sont beaucoup plus efficaces pour organiser le stockage que pour organiser la déperdition calorique. Parce que ça, c'est une génétique adaptée à la survie d'une espèce. Comprenez ? Quand l'homme est apparu sur Terre, l'homme avec un grand H, homme et femme, il devait trouver sa nourriture tous les jours. Il devait se battre contre la famine. Et il fallait assurer la survie de l'espèce. Donc, la génétique, elle est beaucoup plus faite pour stocker les calories que pour les dépenser. Parce que c'était très dur de trouver de la nourriture. Voyez ? Et donc, au fil des civilisations, les gènes sont restés les mêmes. Nous avons quasiment les mêmes gènes que les premiers hommes préhistoriques. Voilà. Donc, la seule différence, c'est que maintenant, on va plus chasser le mammouth, mais on va faire les courses. Et quand on fait les courses, on a plein de tentations, on remplit son caddie, on mange, on reste assis, et donc on grossit. Voilà. Et quand on grossit, on stocke très facilement. Par contre, pour perdre, c'est la galère. Donc, mon conseil, vraiment, surveillez-vous régulièrement sans en faire une psychose. Et dès que vous voyez que vous avez perdu 1 kilo, interrogez-vous sur les raisons qui vous ont fait prendre ce kilo. Vous avez mangé trop souvent au restaurant ? Allez-y moins souvent. Ou alors, quand vous allez au restaurant, on peut manger beaucoup plus sainement au restaurant. Par exemple, si on prend à chaque fois une entrecôte frite et qu'on termine par un fondant au chocolat et sa crème anglaise, on s'en est pris pour quasiment 1500 calories en un seul repas. C'est 2 fois plus que ce qu'il faudrait. En revanche, si on prend une entrecôte frite... Ça veut dire qu'un déjeuner qui est le repas le plus important de la journée, le maximum, c'est 750 calories. C'est ça que c'est 800. Ouais. 800 pour une femme et 900 pour un homme. Vous voyez ? Un déjeuner. Voilà. Donc, entrecôte frites et fondant au chocolat, plus le petit verre de vin rouge, on est au double de l'apport calorique qu'il faudrait. Bon, mais je suis pas contre, c'est formidable un restaurant. Mais si on fait attention à son poids, qu'on s'aperçoit qu'on a tendance à grossir, quand on prend son entrecôte frite, on s'est fait plaisir. Peut-être qu'on peut prendre une petite salade verte à côté. Et puis, au dessert, on prend plutôt 1 ou 2 boules de glace ou 1 ou 2 sorbets. On est à moins de 100 calories. Alors que le fondant et sa crème anglaise, on est à plus de 300 calories. Vous voyez ? Et on s'est fait tout autant plaisir avec un dessert sucré. Donc, il faut apprendre tout ça. Être dans la gourmandise, bien sûr, mais tout en ayant conscience aussi de sa santé. Et il faut contrôler son poids aussi. Bon, si on a pris ce kilo parce qu'on a beaucoup moins bougé, alors, qu'est-ce que je dois faire pour bouger davantage ? Je ne peux pas rester comme ça aussi sédentaire. À partir de maintenant, quand je rentre le soir, 2 ou 3 fois dans la semaine, je ressors parce que je rentre à 16h de mon boulot. À 17h, je suis dehors, je me fais 1 heure de marche
active, et je fais ça 3 fois dans la semaine. Je décide aussi que le week-end, le samedi et le dimanche, on part tous ensemble faire une grande balade dans la forêt ou prendre le vélo et aller faire une randonnée. Et puis je décide aussi soit d'avoir un vélo ou un vélo elliptique chez moi, ou alors de m'inscrire dans une salle de sport et d'y aller au moins 2 fois par semaine. Eh bien, le kilo qui aura été pris, il sera très vite reperdu. Par contre, ne rien vouloir voir, se laisser aller dans cette dérive de manger trop et de bouger moins, c'est catastrophique. Moi, les obèses que je vois, ce sont des gens qui le disent eux-mêmes. Je ne me suis pas vue grossir. Quand vous voyez quelqu'un qui pèse plus de 150 kilos et qui est au double du poids qu'il pesait à l'âge de 30 ans, vous vous dites, mais comment cette personne a pu ne pas réagir et ne pas lutter contre ces kilos? Et elle vous dit, beaucoup de gens vous disent, je ne me suis pas vue grossir. Autrement dit, bon, ça les arrange un peu aussi, parce que ça demande un effort de changer ses comportements. Oui, mais il faut changer aussi de garde-robe, parce que effectivement, quand on prend du poids, même si on ne se voit pas grossir, il y a ce côté où on ne rentre plus à un moment donné dans ses vêtements. Voilà. Donc je pense que c'est aussi faire l'autruche en étant quand même conscient qu'on prend du poids. Mais ça nous arrange et les gens le disent clairement, bon ben voilà, je me suis laissé aller, j'ai mal mangé, j'ai pas assez bougé, et puis maintenant je me rends bien compte que c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Je suis tout le temps essoufflée, j'ai maintenant un peu de diabète, mon taux de cholestérol augmente, ma tension aussi. Si je continue comme ça, dans 10 ans, je vais vraiment être très malade. J'ai mal partout, j'ai mal dans le dos, dans les genoux. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Eh ben oui, maintenant, sauf que maintenant, il faut perdre 30 à 40 kilos. Alors, c'est simple. Moi, j'ai réussi à faire perdre 40 kilos à des gens, mais attention, 1h30 de sport tous les jours, et puis le suivi des conseils nutritionnels. Mais qu'est-ce que vous appelez 1h30 de sport? Ah bah c'était en salle de sport. J'ai en tête comme ça une jeune fille. On peut raconter des exemples, je trouve que ça très instructif. C'est une jeune fille qui n'avait pas de travail, donc qui était inscrite à Pôle emploi, qui était vraiment en situation d'obésité et très malheureuse de ça, avec gros manque de confiance en elle. Bon, parce que pas bien dans son corps aussi. Eh bien, cette jeune fille, quand elle est venue me voir, j'ai senti qu'elle avait un gros potentiel. Elle était très motivée, elle était capable. Et puis, elle n'avait pas de travail, donc elle avait du temps pour s'occuper d'elle. Tous les jours, et elle prenait plaisir. Elle allait à la salle de sport, 1h30 de sport par jour, et strict suivi des conseils qui, au demeurant, étaient, parce que je refuse de faire des régimes sévères, très équilibrés, elle mangeait à sa faim, tout allait bien. Elle a perdu 40 kilos en 1 an. Mais ça, c'est parce que ça lui collait bien, parce qu'elle pouvait le faire. Sans chirurgie. Donc là, on est sur une perte de poids en mangeant moins et en faisant plus de sport. C'est possible, mais parce qu'elle aimait faire du sport, parce qu'elle avait le temps de faire du sport et qu'elle avait un véritable objectif, se refaire. Et vrai, elle a retrouvé du travail très facilement parce qu'elle avait retrouvé sa confiance en elle. Mais pour beaucoup de gens qui bossent, qui n'ont pas le temps de faire du sport ou très peu, perdre 40 kilos, ça sera difficile et il faudra à ce moment-là envisager la chirurgie bariatrique. Oui, parce que déjà, quand on imagine ce que ça fait 40 kilos, ça fait beaucoup. Pourquoi un enfant de petit poids à la naissance a-t-il plus de risques qu'un autre enfant de souffrir de surpoids par la suite ? Eh bien parce que s'il naît avec un petit poids de naissance, j'entends par là moins de 3 kilos, ce sont des enfants qui naissent à 2 kilos, 2 kilos et demi, ça signifie qu'il a eu un problème alimentaire pendant la grossesse. Soit la mère est tombée malade et a très peu mangé, soit elle s'est infligé un régime. Voilà. Pas plus tard qu'hier, j'avais une jeune femme qui disait « Je suis enceinte et je ne veux pas prendre de poids ». C'est terrible de dire ça. Donc il a fallu que je lui explique pendant 1 heure pourquoi la prise de poids était normale et importante, à condition que ce ne soit pas non plus 20 kilos, mais entre 13 et 15 kilos, c'est tout à fait normal pour le développement du bébé. Et bon. Donc vous avez des femmes qui sont souvent des anciennes anorexiques et qui refusent de prendre du poids pendant la grossesse et qui s'infligent des régimes sévères. Vous avez aussi des femmes qui sont traumatisées par leur poids depuis longtemps et qui s'infligent, même si elles n'ont pas été anorexiques, des régimes sévères pendant la grossesse. Puis vous avez aussi des femmes qui vivent en situation de précarité, qui n'ont pas assez à manger. Bon, bref. Donc, le bébé, lui, dans le ventre, il n'y a pas assez. C'est comme s'il était au régime. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il va développer son activité métabolique pour fonctionner à l'économie. C'est-à-dire qu'il va apprendre à vivre avec peu de calories. Vous voyez ? Donc il va développer la génétique du stockage au détriment de la génétique de la déperdition calorique, pour se contenter du peu de calories qu'il reçoit et vivre avec. Quand il vient au monde, il a ses gènes de stockage super activés. Donc lui, il vient au monde,
il reçoit de la nourriture. Et si ces enfants sont soumis à une politique de gavage, comme beaucoup de parents pourraient être tentés de le faire, petit bébé, il faut absolument lui donner plus à manger qu'un autre parce qu'il faut qu'il rattrape son poids. Eh bien, si on applique une politique de gavage dans les 6 premiers mois, apports alimentaires plus, alors que cet enfant a les gènes de l'économie qui sont suractivés, eh bien cet enfant va devenir grassouillet, puis à risque de devenir obèse par la suite. Voilà. Donc c'est un enfant qui, parce qu'il s'est passé certaines choses pendant la grossesse, est beaucoup plus capable de résister à la famine, mais il est beaucoup plus fragile face à l'abondance. Ce sont donc des enfants qui devront manger équilibré, ni plus ni moins, et qui devront être actifs car ils sont à risque de surpoids par la suite. Alors Laurence Plumet, pourquoi est-il illusoire de se fixer comme objectif de vouloir retrouver à 50 ans son poids de 20 ans ? Très bonne question. Parce que, effectivement, au moment de la ménopause, les femmes voient qu'elles prennent du poids et elles se disent « Ah mon Dieu, à 18 ans, je faisais 55 kilos, maintenant j'en fais 65, il faut absolument que je revienne à ces 55 kilos. » C'est en fait nier l'évolution physiologique du corps humain. Parce que tout au long de notre vie, nos organes ne fonctionnent pas de la même façon. Pendant notre enfance et notre adolescence, tout le corps est mobilisé pour assurer la croissance. Il est dans le mouvement. La masse musculaire est importante. Quand vous voyez des enfants qui courent dans tous les sens dans la rue, vous voyez un adulte avec un enfant, le gamin n'arrête pas de courir alors que l'adulte est sédentaire. Le gamin, il est fait pour bouger. Croissance plus et beaucoup de muscles. À l'âge adulte, on est dans un statu quo. Bon équilibre entre les muscles et le gras, à condition de ne pas faire de bêtises, évidemment. Mais au moment de la ménopause, tout change. Et puis les organes vieillissent. N'oublions pas que le tissu adipeux, il vieillit aussi. Et alors, ce qui se passe au fil des années, c'est que les muscles, malheureusement, diminuent. On le voit bien, on perd du muscle. Même si on continue à faire du sport de la même façon ? Alors, si on continue de faire du sport, on entretient au mieux sa masse musculaire. Mais si, par exemple, vous faites faire du sport de façon intensive à un sujet de 70 ans, vous voyez très bien qu'il n'arrivera jamais à développer sa masse musculaire s'il appliquait ce même programme-là à l'âge de 20 ans. Donc, les muscles font ce qu'ils peuvent. C'est certain qu'avec un programme d'activité physique et de sport, on limite la fonte musculaire. Donc, c'est absolument essentiel à tout âge de la vie et plus particulièrement à partir de la ménopause, 50-60 ans. Donc, il faut faire de l'endurance, de la marche, de la natation, etc. et de la musculation pour freiner la perte de la masse musculaire. Et comme je vous le disais, plus on perd du muscle, plus on diminue son métabolisme de base et donc plus le tissu adipeux va augmenter. Donc, vouloir à 60-70 ans perdre 10 kilos pour revenir à son poids d'antan, c'est nier l'évolution physiologique de son corps, c'est aller contre son corps. On n'est pas programmé pour faire le même poids toute la vie à alimentation égale. Non, c'est tout à fait normal, à partir de 50 ou 60 ans, de prendre 5 kilos, par exemple. 5-6 kilos. Et ces 5-6 kilos vont arriver au niveau du ventre. C'est le petit bourrelet de toutes les femmes ménopausées. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le corps, il n'a qu'une seule idée, c'est de nous amener le plus loin possible dans notre vie. Il sent bien que le corps se fragilise. Il sent bien qu'au fil des années, on a de plus en plus de risques de tomber malade. Or, si nous stockons beaucoup plus le gras sous forme de bourrelet, c'est une réserve énergétique. C'est une sorte de kit de survie. Vous voyez ? Parce que le jour où on tombe malade, où on ne mange plus, on est bien content de compter sur cette réserve de calories qui va nous sauver et permettre à notre corps de résister beaucoup plus longtemps que si nous étions minces. Et d'ailleurs, on voit bien dans les services de médecine que les femmes âgées qui sont un peu en surpoids ont une meilleure espérance de vie que les femmes âgées qui sont maigres. Parce que ce petit coussin adipeux, c'est notre kit de survie, c'est notre réserve de calories. Donc il faut accepter son bourrelet. Il faut l'accepter, il faut toutefois le contrôler. Il n'est pas normal de prendre 15 à 20 kilos parce qu'on est ménopausé, qu'on se laisse aller, qu'on ne bouge plus et qu'on n'arrête pas de manger trop gras et trop sucré. On est bien d'accord ? Et là, on va faciliter la prise de poids. En revanche, si on mange équilibré sans faire de régime, parce que ces femmes ménopausées qui sont à risque
obsessionnel de se dire je veux pas prendre du poids, je n'ai jamais eu de ventre de ma vie, il faut absolument que mon ventre soit plat, et qui s'infligent des régimes sévères, qu'est-ce qu'elles font ? Le gras ne va pas partir pour autant, parce qu'il est bien accroché, il se sait utile. Donc le gras s'accroche, en revanche, elle va détruire du muscle. Et ça, quand on détruit du muscle, passé 50 à 60 ans, c'est grave, parce qu'on ne le récupère plus jamais. Donc le message, il est normal de prendre du poids. 5 kilos, c'est tout à fait acceptable au fil d'une vie. Il va se focaliser dans le petit bourrelet, qui est une graisse tout à fait inoffensive et même bénéfique, pour plein de raisons. Fabrication de vitamine D, fabrication d'estrogène, stockage d'énergie, qui sont utiles. Il faut donc manger équilibré et bouger davantage. Alors, Laurence Plumet, votre méthode pour perdre du poids est en 3 temps. Quelles sont ces 3 phases ? Alors, la première phase, c'est d'abord, je comprends pourquoi j'ai pris du poids. Comme je l'ai dit, si c'est un problème médical, il est traité, je remaigris. Si c'est un problème de médicaments, j'en parle à mon médecin, on voit si on peut changer de médicament, etc. Dans tous les cas, je fais attention, mais je ne fais pas de régime. Maintenant, les comportements. Comportements, 3 domaines. L'alimentation, l'activité physique et le sommeil. Est-ce que je mange bien ? Est-ce que je mange correctement ? Qu'est-ce que je mange le matin au petit-déj ? Qu'est-ce que je mange à midi, l'après-midi et le soir ? Est-ce que je ne suis pas dans le grignotage ? Est-ce que je ne mange pas un peu trop de biscuits l'après-midi ? Est-ce que je ne mange pas un peu trop de chocolat ? Est-ce que je ne mange pas un peu trop le soir ? Parce que là, les repas du soir trop copieux. Le dîner, c'est le repas le plus à risque de faire grossir. Ça, il faut le retenir. Ah, ça, absolument. Ça, c'est le secret de la perte de poids ou du maintien du corps humain, de la corpulence. Manger léger le soir. Ni trop, ni trop peu. Pourquoi ? Parce qu'on grossit la nuit. Normal. On est allongé, on dort. On ne brûle pas les calories. Donc si vous tapez un dîner très copieux, je sais pas moi, un bœuf bourguignon puré, pain, fromage, verre de vin rouge et crème dessert au chocolat, c'est évident que vous êtes dans l'excès de gras et de sucre et vous allez stocker ça en graisse pendant la nuit. Le secret d'une perte de poids, c'est donc le dîner. Oui, voilà. Alors, 2 choses. C'est augmenter les légumes, diminuer les féculents. Moi, j'aime bien conseiller à mes patients, aussi bien à midi que le soir, de partager dans l'assiette, avec la viande, le poisson ou les œufs, de partager les légumes et les féculents. Comme ça, on est sûr de manger systématiquement des légumes à chaque repas. Donc, vous ne supprimez ni les féculents, ni le pain. Non. Hein, non. Mais c'est moite-moite, quoi. C'est autant de légumes que de féculents, c'est ça ? Si on mangeait beaucoup de féculents, on baisse de moitié, et puis on augmente d'autant en légumes. Voilà, on partage dans l'assiette. Mais on mange de tout, il faut manger un petit peu de tout. Bon, première chose, augmenter les légumes. Deuxième chose, manger léger le soir. Alors, manger léger le soir. Moi, j'aimerais faire passer un message important. Très souvent, je vois des femmes qui sont devenues obèses parce qu'il y a le mari à nourrir le soir, il y a les ados à la maison aussi, que tout le monde a faim, et qu'elles se sentent obligées de faire un repas très copieux, rassasiant. Souvent des pâtes, de la viande, du fromage, du pain, des crèmes dessert, etc. Et elle le dit bien, moi si j'étais toute seule, honnêtement, je me serais contentée d'une soupe, d'un yaourt et d'un fruit. Donc, il n'est pas normal que parce qu'on mange ensemble, on mange tous la même chose. Chacun a des besoins différents. Monsieur est maigre, il a un boulot qui est hyper physique, c'est normal qu'il mange beaucoup et des féculents le soir. Les ados sont en pleine croissance, ils ont toujours très faim, c'est normal qu'ils mangent des féculents. Mais madame, elle a un boulot sédentaire, elle est rondouillette, elle doit faire attention, c'est pas normal qu'elle se tape la cloche au dîner. Donc, en fait, le secret, moi je vois tout de suite, la personne va dire, écoutez, moi je bosse toute la journée, j'ai pas envie de faire un menu on n'est pas à l'hôtel ici, on n'est pas au resto. Exactement. Ouais. Toutefois, la réponse à ça, c'est que ça prend pas plus de temps de cuisiner des légumes en même temps que de faire des pâtes. Pendant que vous faites cuire vos pâtes, vous faites cuire vos légumes en même temps. Ça prend pas plus de temps. Ça prend 2 casseroles au lieu d'une. Point barre. Bon, les soupes, c'est vite fait. Si on n'a pas le temps de faire une soupe, on les achète. Voilà, une petite soupe en entrée, un plat avec féculents et légumes. Et madame prendra plus de légumes que de féculents et les autres feront ce qu'ils veulent. Voilà. Ensuite, au lieu d'amener que le fromage au dessert, on amènera fromage et yaourt et fromage blanc. Elle prendra plutôt le yaourt, les autres prennent ce qu'ils veulent. Et au dessert, au lieu d'amener les crèmes dessert, on amène la salade de la corbeille de fruits. Et elle prendra un fruit. De cette façon, j'ai lu dans votre livre que contrairement à une idée reçue, puisqu'on parlait les fruits, je vous ai coupé, Laurence, mais on peut manger des oranges le soir. Oui, bien sûr. L'apport de vitamine C est très faible, ça n'empêche pas de dormir. Donc on peut manger des oranges, du kiwi. On a longtemps dit qu'il valait mieux éviter la vitamine C
le soir avant d'aller se coucher, et vous dites Oui. que c'est non. Non, il faut vraiment des doses importantes. Là, quand on fait allusion à ça, ce serait le comprimé de 500 mg de vitamine C. Évidemment, il faut le prendre le matin et pas le soir. Mais un kiwi ou une orange, il n'y a aucun problème. D'accord. Alors, petit message, parce que ça, c'était le point alimentation. Hein, voilà. Ah oui, autre point important, le sucre. Parce que très souvent, les gens disent j'ai quand même envie de manger un peu de confiture ou un peu de chocolat. Il n'y a pas de problème. On peut très bien manger un peu sucré au petit déjeuner. C'est un repas qui a pour vocation d'être calorique, qui peut être sucré. Il n'y a pas de problème. Et si on veut faire des écarts, on le fait au petit déjeuner ou on le fait au déjeuner, mais on ne le fait pas le soir au dîner. Le soir, on est vraiment raisonnable. On est sage. Mais tout en étant gourmand. Hein, on se fait plaisir, mais on n'est pas obligé de se régaler uniquement avec des plats gras et caloriques. On peut cuisiner sain et gourmand. Alors pour terminer, Laurence Plumet, il y a 3 phases. Oui, alors, au début, à chaque fois, il y a une restriction en calories quand même, hein, et ça augmente au fil du temps. Oui, c'est un équilibrage alimentaire. On identifie les excès, excès de gras, excès de sucre, et on ramène à une alimentation équilibrée, contrôlée en gras et en sucre, on est d'accord. Mais ce n'est pas une très forte restriction. Quand je parle d'un 1200 calories où il n'y a pas de féculents le soir, cette affaire, il y a des gens qui le supportent très bien. Des femmes qui ont fait des régimes toute leur vie et qui grossissent rien qu'en bouffant de la salade, comme elles le disent, je peux vous assurer qu'un 1200 calories, ça passe très bien chez elles. Ça ne passerait pas chez un monsieur qui a l'habitude de manger 3000 calories par jour. À 1200, il tombe dans les pommes au bout de 3 jours. Donc, il faut aussi donner des conseils adaptés à chacun. Oui, c'est adapté. Hein, oui, c'est adapté à chacun. Hein. Chacun doit trouver ce qui lui convient. Mais moi, je propose les programmes et ensuite, je conseille à chacun de choisir là-dedans le programme qui peut lui convenir en fonction de son sexe et de ses habitudes alimentaires. On peut ne manger que de la salade et prendre du poids. Oui, enfin, j'exagère un peu quand même, hein, parce qu'en général, les gens qui prennent du poids en mangeant de la salade, ils mangent autre chose à côté. Hein. Non, mais vous les entendez, vous dites, je ne comprends pas, je ne mange rien, mais je grossis. C'est une façon de parler. Mais c'est vrai que les gens qui ont fait des régimes toute leur vie ont abaissé leur métabolisme de base et il leur faut très peu de calories au quotidien pour maintenir leur poids. Ils n'arrivent plus à maigrir. Dans ce cas-là, la solution, pardonnez-moi, c'est pas de descendre encore plus dans les calories, c'est d'augmenter la dépense énergétique. C'est de les faire bouger, ces gens-là. Allez marcher un petit peu dynamiquement. Laurence Plumet, vous revenez bientôt. Je rappelle que vous venez de publier en poche un livre, Comment maigrir heureux quand on n'aime ni le sport ni les légumes, chez Erol. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous voyez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Très belle journée santé sur Beurre FM.